Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui on va s'attaquer à la Groupama FDJ pour ses présentations cyclisme 2022. Nouvelle équipe World Tour, nouvelle équipe française. On reviendra à la dernière équipe française même en World Tour, après ça sera les Pro Teams. On reviendra sur la saison 2021 de cette équipe, on parlera également des victoires de cette année. Des transferts, il n'y en a pas beaucoup, et puis des coureurs à suivre, et du maillot 2022 de cette équipe Groupama FDJ. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage également. Et puis on commence tout de suite avec la Groupama FDJ, la saison 2021 de la Groupama FDJ. Bah ça n'a pas été foufou, hein, loin de là. C'est un peu pour moi l'une des grandes déceptions avec peut-être Bike Exchange. Parce que en termes de résultats, c'est très moyen. Alors Groupama FDJ, ils ne sont que 9e au classement World Team Ranking, mais en fait, si on enlève les résultats, si on prend en compte que les résultats de World Team, bah, les résultats sont assez moyens en fait. Hein. Si vous enlevez les courses World Tour, ça a été très difficile sur les grosses épreuves. Ils ont remporté beaucoup de courses de deuxième catégorie. Très peu de courses World Tour. Et puis aussi, 7 vainqueurs différents. Ils sont 15e seulement dans ce classement. Et 2 victoires en World Tour simplement sur les 24, je crois, de l'équipe. Oui, voilà, 24. Ils sont 8e au niveau du classement du nombre de victoires au global. La différence, c'est qu'il y a seulement 2 victoires en World Tour. Et là, dans ce classement-là, ils sont 18e. Il n'y a que Cofidis qui a fait moins bien qu'eux. Et ils sont à égalité avec Bike Exchange. Mais comme Bike Exchange a plus de points UCI qu'eux, eh bien, en World Tour qu'eux, eh bien, ça fait la différence. Mais vraiment, il y a eu un problème de performance, surtout chez les têtes d'affiche. Je pense à Arnaud Démare, qui je pense a vraiment fait une saison très moyenne. Elle n'est pas catastrophique non plus, sa saison. C'est-à-dire quand vous regardez, il y a quand même des victoires. Mais il a manqué une victoire sur une épreuve World Tour. C'est-à-dire sur toutes les épreuves World Tour auxquelles il a participé, il n'a pas été très bon. Il a été pas mal sur certaines épreuves de l'année, mais sa saison s'est surtout concentrée sur le mois de mai, où il a enchaîné Tour de Valence, Tour de la communauté de Valence. Et l'autre course, c'était les boucles de la Mayenne, où il enquille pas mal. Et ensuite, après, derrière, ça a été un petit peu le néant. David Gaudu, ça n'a pas été fou non plus du côté de David Gaudu. Alors, certes, bon, vous allez me dire, je suis souvent sévère avec le coureur français, mais il n'a pas totalement confirmé par rapport à la saison précédente. Donc ça voilà, il fait une 11e place sur le Tour de France. On aurait attendu un top 10 ça a été un petit peu décevant de ce côté-là. Attila Walter 14e, c'est pas mal là par contre, avec un top 15 pour Attila Walter, mais c'est vrai que les résultats sont pas suffisants vu le budget qu'a cette formation. C'est une année décevante, voilà, pour la Groupama. On a le retour de Thibaut Pinot, mais voilà, ça met encore un petit peu de temps et il y a eu quand même une grosse période d'indisponibilité. Je pense qu'on a mal géré le cas Thibaut Pinot également. Quand on compare à Egan Bernal, la comparaison fait extrêmement mal. Alors on va me dire, c'est peut-être pas, une blessure était peut-être plus grave pour Pinot que pour Bernal. Je sais pas, il y en a un qui a quitté le Tour de France, l'autre pas. C'est peut-être là aussi la raison. C'est peut-être ça qui a aggravé sa blessure. Bernal, il a coupé sa saison dès qu'il a eu ce problème-là, alors que lui, il a continué. Et je pense que ça a été une erreur. Et puis, donc David Gaudu qui a dû prendre vraiment le leadership, et ça a peut-être manqué un peu de tête d'affiche dans la formation en 2021. Et puis peut-être aussi certains coureurs, on a peut-être la fin d'un cycle, un petit peu la fin du cycle Thibaut Pinot.
où Thibaut Pinot avait la totale maîtrise de l'équipe et on a plutôt un leadership partagé avec Walter, avec Michael Storer également, pourquoi pas, avec Arnaud Démare aussi. Avant, il y avait Thibaut Pinot, Arnaud Démare. Les autres n'étaient pas leaders dans cette formation. Maintenant, c'est vrai que quand on voit David Gaudu, quand on voit Attila Walter qui a fait également un bon Giro, quand on voit même j'ai oublié son nom, un Jake Stewart aussi qui a fait des bons résultats, je trouve, cette année. Il y a peut-être un leadership qui va un peu plus se partager, ce qui sera, je pense, pas plus mal pour la Groupama FDJ. On va regarder donc toutes les victoires de la saison 2021 de la Groupama FDJ. On commence tout de suite. Il y a donc 24 victoires. Dans ces 24 victoires, il y en a 2 dans des championnats, on va dire... il y en a une dans un championnat continental, c'est Stefan Kung. On a ensuite le championnat de Lituanie avec Ignatas Konovalovas. Kevin Janietz, lui, a remporté à la fois le contre-la-montre et la course en ligne des championnats du Luxembourg. On a Benjamin Thomas qui a remporté le contre-la-montre du championnat de France et Stefan Kung, le championnat de Suisse du contre-la-montre. Sinon, dans les autres courses, il y a eu la victoire sur la classique Faune-Ardèche pour David Gaudu, la route Tourangelle pour Arnaud Démare, le Tour du Pays Basque avec la dernière étape pour David Gaudu, le Tour de la Communauté de Valence, Démare qui avait remporté l'étape 2, Stefan Kung l'étape 4, l'étape 1 pour Miles Codson qui avait fait un sacré numéro ce jour-là, et le classement général pour Stefan Kung et l'étape numéro 5 encore pour Arnaud Démare, les boucles de la Mayenne, le classement général et 3 étapes pour Arnaud Démare. Le contre-la-montre du Tour de Suisse pour Stefan Kung, la deuxième étape de la route d'Occitanie pour Arnaud Démare, et ensuite on retrouve seulement des victoires au mois d'août avec la Poly-Normande pour Madoise, Gaudu qui remporte la dernière étape du Tour du Luxembourg, Paris-Tour avec Arnaud Démare et Stefan Kung sur le chrono des nations pour cette année 2021. On passe au transfert pour la saison 2022, peu de changements avec 4 arrivées pour 6 départs. Du côté des arrivées, c'est Quentin Paché, le coureur de BNB Hotel. Ça faisait partie des transferts, des gens qui étaient très courtisés, on va dire, sur la scène franco-française, du côté des cibles des équipes françaises. On sait que Cofidis était aussi dessus. Donc, il y avait pas mal de monde autour de Quentin Paché. On a fait pas mal monter les prix. Au final, il a décidé de rejoindre la Groupama FDJ. Je ne sais pas trop si c'est un bon choix. Je pense qu'il sera un peu enfermé dans un rôle d'équipier et qu'il aura du mal à jouer sa carte personnelle. Mais peut-être que je me trompe. En sachant qu'il a fait une bonne année 2020. Par contre, en 2021, Quentin Paché, ça n'a pas été fou. Michael Storer, ça c'est le gros coup de l'année au niveau transfert. Il a été recruté juste avant la Vuelta. Autant vous dire que son prix a largement augmenté après la Vuelta. Et que la Groupama a fait Marc Madiot a fait une belle affaire avec Michael Storer, un coureur de la DSM, très bon coureur, l'Australien. On a ensuite Bram Welten pour emmener les trains et pour emmener les sprints, notamment d'Arnaud Démare du côté de Arkea Samsic, c'est un bon coureur aussi. Puis Lewis Askey qui vient de l'équipe continentale. Du côté des départs, 2 départs à la retraite avec Michael Delage et William Bonnet. On a un coureur qui n'a toujours pas trouvé de point de chute, c'est Romain Sagle, en sachant que le départ de Delage d'un côté pour Démare et de William Bonnet de l'autre côté pour Thibaut Pinot, sont quand même des départs importants. C'était des vrais capitaines de route pour l'équipe, c'était des vrais coureurs importants. On a ensuite Benjamin Thomas qui rejoint la Cofidis, Simon Gugelmi qui rejoint Arkea. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il avait plutôt bien fini qu'il avait plutôt fait une saison 2021 assez récente, Gugelmi. Et puis Alexis Brunel qui rejoint UAE. Alors là, c'est la grosse surprise que UAE a recruté Alexis Brunel parce que c'est vrai que moi je suis un peu du même avis que Marc Madiot. J'ai pas vu vraiment un coureur de qualité chez les professionnels pour le moment, mais peut-être que du côté de cette formation, on a repéré quelque chose en Alexis Brunel. J'ai pas vu grand-chose pour ma part.
Effectif 2022, on garde les têtes d'affiche, c'est-à-dire Desmar, c'est-à-dire Godu, c'est-à-dire Pinot, Jack Stewart aussi, et puis Attila Walter, et puis on rajoute des nouveaux éléments intéressants, notamment je pense à Michael Storer. Bel ajout pour cette équipe, parce que Michael Storer, alors est-ce qu'il va jouer sa carte personnelle sur un grand tour? Est-ce qu'on le mettra équipier de David Godu ou de Thibaut Pinot pour la montagne? Est-ce que Thibaut Pinot, normalement il dit qu'il joue plus le général des courses, mais bon, on va voir si ça le titille quand même pas un petit peu Thibaut Pinot. Mais voilà, ça va être intéressant de voir ce qu'il va être en capacité de faire le coureur australien. Moi j'ai trouvé que sa saison l'année dernière avait été excellente. Je trouve qu'il y a quand même des coureurs qui n'ont pas forcément le niveau encore du World Tour. Je pense à Ludvigsen, je pense à Duchesne par exemple, Clément Davy. A vu vraiment aujourd'hui ce qu'il apportait à cette formation. Il y a quand même Bruno Armirail qui fait un énorme travail en tant qu'équipier, mais je pense qu'il a un peu du mal sur les courses de 3 semaines, je trouve. Bruno Armirail, Rudy Mollard. C'est un peu compliqué Rudy Mollard parce que sa dernière saison a vraiment pas été bonne. C'est un coureur qui pourtant je pense est en capacité de faire au moins des top 15 sur les grands tours, ce qui peut toujours aider pour avoir des points. Vous savez, au classement UCI c'est important aussi d'avoir des points. Madouas, je suis un peu mitigé sur Madouas, c'est-à-dire que je sais pas trop où on va avec Madouas. Je sais pas trop quelle est l'idée autour de Valentin Madouas. Parce que ouais, je suis un peu perplexe. Guarnieri, l'année dernière, il a quand même coûté au moins 2-3 victoires à Desmar. Je trouve qu'il lance plus très bien les sprints. Donc on va voir ce que ça va donner, même la manière de faire les sprints, parce qu'avec Bram Walton, et puis avec Silkendam ou même un Vandenberg, dans l'équipe sprint, il y a peut-être des éléments qui sont un peu meilleurs que Guarnieri. On passe au cours à suivre en 2021. Le premier pour moi c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est revenu quand même d'une année semi-blanche on va dire. Je trouve que quand même il a fait des bons résultats, notamment il y a eu cette 5e place sur la Coppa Bernocchi, il y a eu cette 7e place au général sur le Tour du Luxembourg. Il fait vraiment des choses intéressantes. Voilà, le retour de Thibaut Pinot a vraiment été bon. Je pense qu'il n'aurait jamais dû faire le début de saison 2021, qu'il n'était pas en condition physique suffisante pour la faire. Ensuite, quand il est revenu au mois d'août, ça a été plutôt intéressant, avec une condition physique qui s'est améliorée, mais c'était un peu tard pour être performant sur la fin de saison. Enfin, pour être performant, pour aller claquer des victoires sur la fin de saison. Donc là, pour Thibaut Pinot, saison complète normalement. Donc on va voir quel est vraiment le niveau aujourd'hui de Thibaut Pinot. Après, énormément de blessures dans sa carrière, énormément de périodes de pause. Mais ça reste un mec qui a quand même remporté le Tour de Lombardie. C'est un mec qui a fait troisième du Tour de France. Donc ça reste un coureur qui a quand même un très beau profil, qui a un très beau palmarès. Bon, voilà, maintenant on attend de voir ce que ça va donner. Moi, je sais vraiment pas quoi en penser aujourd'hui de son niveau. Voilà, c'est pour ça que je veux le suivre l'année prochaine pour voir quel niveau il peut avoir l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Arnaud Desmar, il va falloir un petit peu se remettre la tête à l'endroit après une saison qui a quand même été très difficile, une Vuelta qui a été ratée. Un Tour de France qui n'a pas été réussi non plus. Et voilà, on a été performant, mais sur les courses de deuxième division. Donc sur les courses de deuxième division, c'est pas là où on l'attend, Arnaud Desmar. On l'attend sur les top courses. On l'attend sur les grands tours. Il n'a pas confirmé ce qu'il avait fait l'année d'avant. Ça qui est un peu triste, parce que l'année d'avant, très grosse année sur son Giro. Et là, ça n'a pas été le cas, donc déception pour moi. Ça a été vraiment ma grosse déception, Arnaud Desmar. J'ai envie de dire qu'il n'a jamais réussi à trouver la bonne méthode au niveau de son train. Ça avait commencé déjà par cette première étape de Paris-Nice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première étape de Paris-Nice où il ne trouve pas l'ouverture du tout. Il est bloqué
un peu dans le peloton. Et il a un Paris-Nice qui est vraiment pas top. Et puis ensuite, il n'a pas réussi à claquer. Sa première victoire, c'est au Boucle de la Mayenne. Là, je pense qu'au Tour de la Communauté de Valence. Au Tour de la Communauté de Valence, j'étais plutôt content de ce qu'il avait fait. Quoi qu'il avait remporté avant la Route Orangelle. Mais sur le Tour de la Communauté de Valence, j'étais plutôt content de ce qu'il avait produit au niveau de ses sprints, notamment face à Caleb Ewan. Je trouve qu'il avait vraiment fait très mal à Caleb Ewan, mais derrière, sur le Tour de France, ça n'a pas compté. Sur les boucles de la Mayenne, il domine. Et pourtant, derrière, ça ne gagne pas. Donc, c'est un peu triste, je trouve, Arnaud Démare. Il y a eu un moment... Enfin, ça a été vraiment une saison très bizarre, je trouve, pour le coureur français. Il finit avec deuxième de Paris-Bourges, vainqueur de Paris-Tour. Et Paris-Bourges, il échoue d'un rien face à Jordi Meus. Voilà, mais sur Paris-Tour, il fait vraiment une très très belle course, où il est vraiment très 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 offensif, même ce jour-là. Bon, maintenant, on espère qu'il gagne quand même des courses World Tour l'année prochaine, parce que ça a énormément manqué à cette formation Groupama. David Gaudu, la saison est pas là, la saison est à la limite du correct. À la limite du correct, parce que bon, ça se joue à s'il fait 8ème les Tours de France, oui, je dis que la saison est correcte. Il fait 11. Et le Tour de France, ça joue quand même sur sa saison. Ensuite, bon, 7ème des Jeux Olympiques, c'est quand même un véritable échec la manière dont il court aux Jeux Olympiques. Enfin, je peux dire, il attend le sprint alors qu'il n'a pas de vitesse, c'est pas le plus grand puncher du monde. Enfin, voilà, c'est assez incompréhensible la manière dont il court. Il finit bien sur les classiques italiennes, 8 des 3 vallées Vérésines, 6 de Milan-Torino, 7ème du Tour de Lombardie. 6ème du Tour du Luxembourg en remportant la dernière étape du côté de la ville de Luxembourg. Premier du classement des jeunes du Dauphiné. Sur le Tour de France, par contre, ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être un souci de préparation. Il m'avait l'air très en forme au Dauphiné, peut-être trop en forme au Dauphiné par rapport à ce qu'il aurait fallu faire au moment du Tour de France. Donc un petit peu dommage de ce côté-là. Mais oui, c'est frustrant parce que il fait 3ème de Liège en début de saison. Le Dauphiné, il est plutôt bon. Tour du Pays Basque, il est plutôt bon aussi. Mais le moment important de sa saison, le moment du Tour de France, il était plus vraiment là. Et notamment, il y a aussi des échappées où il court extrêmement mal. Je trouve qu'au niveau intelligence statistique, c'est vraiment pas le meilleur. Il y aurait un vrai travail à faire là-dessus pour lui. Donc voilà, une déception quand même pour moi, pour David Gaudu. Légère déception, voilà. Je dirais que c'est un 11 ou un 12 voilà, sur 20 l'année de David Gaudu. C'est correct, mais vraiment sans plus, quoi. Et moi, je m'attendais à un peu mieux. Attila Valter. Je le prononce pas avec l'accent belge, le hongrois. Attila Valter, 23 ans. Moi, j'avais des doutes avec Attila Valter l'année dernière en début de saison. Quand j'avais vu le recrutement par Marc Madiot et que Marc Madiot misait quand même plutôt beaucoup dessus, parce que je m'étais dit, Attila Valter, bon, moi je l'ai vu, mais c'est le Tour de Hongrie. C'est pas... voilà, je l'ai vu performant, mais c'est pas sur des courses de top niveau, quoi. Et je me dis... Est-ce que dans une World Tour et sur des courses de... Enfin, il était déjà dans une World Tour, il était chez CCC, mais sur des épreuves World Tour, est-ce qu'il va réussir à être vraiment très performant ? Et le Giro, il a été très très bon sur le Giro. Enfin, son Giro est très bien. À Attila Valter, il porte le maillot rose. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle course. Je trouve que sur le Tour de Catalogne, c'est pas mal aussi, notamment sa fin du Tour de Catalogne est vraiment intéressante. Alors après, il y a eu des moments un peu plus compliqués pour Attila Valter, notamment le Tour de Pologne, le Tour du Luxembourg, où il est un peu moins performant. Mais la saison est pas mal. Je rappelle, il a que 23 ans, Attila Valter, donc c'est jeune. Faut encore qu'il y a encore des moyens de progresser assez fortement. Donc ça c'est assez intéressant. Il fera le Giro cette année, c'est ce que marque Pro Cycling Stats. Donc on va voir quel sera l'objectif. Mais un objectif top 10 pour Attila Valter, c'est faisable, je dirais, pour le coureur hongrois. Michael Storer,
L'année dernière, excellente saison chez DSM, hein. Excellente Vuelta, où il a été un animateur de la course pendant les 3 semaines. Il remporte également le Tour de l'Ain, ce qui aurait dû nous mettre un petit peu la puce à l'oreille 15 jours avant. Donc il a été très très bon sur cette deuxième partie de saison. C'était un peu moins ça sur la première partie, même s'il fait 13e du Tour des Alpes-Maritimes. Mais sur le Giro, je me souviens pas qu'il y a un moment où il soit exceptionnel sur le Giro. Mais par contre, Tour de l'Ain, voilà, où il remporte la dernière étape du côté du Mont Jura et il fait vraiment un bon parcours. Et puis sur le Tour d'Espagne, où sur les 3 semaines de course, il a été très très bon. Il fait encore après le Tour d'Espagne, il fait encore 15e de Milan-Torino et 25e du Tour de Lombardie. Donc chapeau encore, parce que c'était pas forcément évident. Et il a vraiment fait du très très bon travail, je trouve, Michael Storer. Et c'était vraiment... Autant l'année dernière, moi j'avais dit c'était Ben O'Connor sur lequel il fallait aller et que AG2R avait très bien fait le travail. Là c'est vrai que c'était Storer sur le marché qui était le très bon choix et très bon travail de Marc Madiot et surtout d'avoir sécurisé le contrat avant la Vuelta. Parce qu'il l'a payé beaucoup moins cher grâce à ça. Donc voilà, bon travail de la part de Marc Madiot. Et Marc Madiot c'est quand même dénicher les talents normalement. Quentin Paché, 30 ans. Le coureur de la Groupama FDJ, il les a eu hier, ces 30 ans. On a le 7 janvier quand j'enregistre cette vidéo. Il quitte BNB Hotel. Il a pas mal voyagé quand je regarde, parce que c'est sa 4e équipe française. Il a commencé dans l'armée de terre. Ensuite, il a fait Delco, Vital Concept, Groupama. Grosse révélation de l'année 2020. Un peu moins bonne révélation de l'année 2021. C'est-à-dire que l'année 2021 a été compliquée quand même pour le coureur français. Jamais vraiment dans le coup. J'ai jamais vu extrêmement bon. Il y a eu la Bretagne classique où il fait 9e. Mais après, il y a plein de courses où il n'était pas fou. Je trouve Quentin Paché. J'ai attendu que la forme arrive chez Quentin Paché et puis elle n'est jamais arrivée. Ses meilleurs résultats ce sont sur le Tour du Rwanda avec notamment la 4e place lors de l'étape numéro 1 du Tour du Rwanda, mais bon, on va pas se mentir, le Tour du Rwanda en termes de niveau c'est assez particulier quand même, c'est assez hétéroclite, pas un niveau très, très homogène, et il y a eu la Bretagne classique, je dirais, où c'était pas mal ce qu'il a fait, mais par rapport à son année 2020, on est largement en dessous des attentes. Après, est-ce qu'il a eu une saison compliquée parce qu'il devait gérer un contrat aussi et que c'est pas toujours simple quand on sait qu'on va peut-être changer d'équipe? Il avait annoncé assez vite ses intentions, je crois, de quitter Vital Concept, d'aller tenter de rejoindre une World Team. Là, il est dans une World Team. Maintenant, on attend peut-être des résultats, au moins qu'il ait un impact sur la course, parce qu'en plus, l'année dernière, je trouve qu'il avait très peu d'impact sur les courses qu'il a effectuées. Donc là, ça sera l'objectif pour lui, enfin, ça sera mon objectif que je lui fixe pour l'année prochaine. Mais je pense qu'il ne m'écoute pas vraiment, donc je peux lui fixer n'importe quel objectif. Je pense qu'il s'en tape le coquillard assez profondément. Et puis, je termine avec Jack Stewart. Pourquoi Jack Stewart? Parce que j'ai trouvé que la saison 2021 de Jack Stewart était plutôt pas mal, notamment une 2e place sur le Omloop Het Nieuwsblad. À 21 ans, c'est quand même pas mal. Vous avez également, c'était Cholet Pays de Loire, où il est quand même bien parti pour être sur le podium. Il se fait défoncer la gueule par Serboigny. Vous avez Nokere Corseux, où il fait 6e. Il fait un bon début de saison. Il est un peu plus en difficulté en fin d'année, mais parce qu'il a souvent eu un rôle d'équipier. Mais je trouve que moi, en tant que sprinter numéro 1, sur des courses peut-être d'un peu moins grande importance, ou même sur un grand tour, où là c'est prévu qu'il fasse sa Vuelta sur un grand tour où on n'attend peut-être pas grand-chose. C'est un sprinter petit gabarit, 1m75 pour 66 kg, donc petit gabarit. Mais ça veut dire que déjà il passe bien les bosses. Et surtout, mais j'ai trouvé plutôt pas mal pendant toute l'année dernière. Donc moi j'ai hâte de le revoir. Et c'est un coureur qui m'a fait forte impression jusqu'à maintenant, le coureur britannique. Pardon, on termine avec le maillot 2022.
Léger Bayou. C'est la première vidéo de la journée, donc j'ai du mal à me mettre dans le rythme. Pourtant, il est 13h, mais j'ai fait 2 montages ce matin, mais j'ai du mal à me mettre dans le rythme. Ça change pas, ça change pas. Après, pourquoi changer une équipe qui gagne, hein? Le maillot de la Groupama, c'est un maillot qu'on remarque avec le bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est un maillot qui est très bien fait, donc il n'y a pas de changement à avoir. J'ai vu que par contre, que le maillot féminin avait pas mal changé et je trouve que le style du maillot féminin est pas mal, si vous pouvez le retrouver. Mais voilà, la Groupama FDJ, je trouve que le maillot est vraiment... c'est simple, clair et on sait tout de suite à quelle équipe on a affaire et ça c'est très intéressant, je pense également d'un point de vue marketing. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures. Prochaine vidéo, que je ne vous dise pas de bêtises, ça sera Ineos. Il y aura des choses à dire sur l'équipe britannique. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.